Certaines personnes sont prêtes à tout donner, vendre leur maison, risquer leur carrière, même sacrifier leur vie, et ne rien recevoir en retour, si ce n'est un silence glacial et du cynisme. Tokyo, 2016, une affaire qui a divisé l'opinion publique. Il arrive qu'une bonté sincère ne suscite aucune gratitude. Parfois, on rencontre des gens qui se comportent avec une telle arrogance qu'ils se permettent de disposer du destin des autres, comme si la vie de quelqu'un n'était qu'un simple outil pratique, utilisé et jeté. Jiang est née en 1992. Elle a été élevée par sa mère célibataire, Jiang Tiulien. La femme avait tenté de construire une vie de famille avec son mari dans le nord-est de la Chine, dans une ville côtière où le vent du large sentait le sel et les marchés aux poissons. Cependant, le mariage s'est brisé peu après la naissance de l'enfant. La petite fille n'avait pas encore 1 an. Le père a simplement fait ses valises et est parti, sans explication, sans un regard en arrière. Diane avait toujours rêvé de déménager au Japon, où elle espérait trouver un meilleur sort, un meilleur travail, une vie plus tranquille, peut-être même un nouveau départ. Désormais, ses projets durent être mis en suspens pour une durée indéterminée. Les rêves furent relégués au fond d'un tiroir, à côté des photos de jeunesse et des billets qui n'avaient jamais été achetés. Le père biologique ne montrait aucun intérêt pour le sort de sa fille. L'homme a catégoriquement refusé de maintenir tout contact et n'a fourni aucun soutien. Il a changé de numéro de téléphone, il ne répondait pas aux lettres. Il n'y avait aucun obstacle de sa part, mais personne ne payait de pension alimentaire non plus. Diane Tiulien se retrouva complètement libre dans ses décisions concernant l'enfant. D'un côté, personne ne la dérangeait. De l'autre, elle devait tout assumer seule, jour après jour, sans week-end ni vacances. Élever sa fille sans aide n'était pas facile. La mère cumulait 2 emplois. Elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir. La petite fille voulait passer plus de temps avec elle, mais comprenait la situation. Elle ne faisait pas de caprices, n'exigeait rien de superflu. Assise avec sa mère dans la cuisine après le dîner, elle partageait souvent ses rêves. Grandir, obtenir un poste bien rémunéré, construire une carrière pour que la famille ne connaisse plus jamais de difficultés financières, pour que sa mère puisse enfin se reposer, pour qu'on n'ait plus à compter chaque yuan. Et dès son plus jeune âge, elle a commencé à agir, pas seulement à parler, mais à faire. À l'école, Jiang était une excellente élève dans toutes les matières. Les professeurs la donnaient en exemple aux autres élèves. Ses camarades de classe l'enviaient en silence. La jeune fille avait un don pour le dessin et était passionnée d'anime. Elle pouvait passer des heures, un crayon à la main, à tracer des personnages avec la minutie propre à ceux qui savent voir les détails. Sa mère l'inscrivait à des cours supplémentaires pour développer son talent. Elle se privait, mettait un peu d'argent de côté sur chaque salaire pour que sa fille puisse étudier. Quand sa fille est entrée au lycée, Jiang lui a proposé de partir au Japon, là où l'industrie de l'animation est la plus florissante, où les studios recherchent des talents, où l'on peut construire une véritable carrière et non pas seulement en rêver. Pour éviter les problèmes de langue, Jiang s'est inscrite à des cours de japonais et a commencé à apprendre la langue en parallèle de ses études universitaires. Elle étudiait le soir, les week-ends. Parfois, elle s'endormait sur ses manuels et sa mère la couvrait d'un plaid, n'osant pas la réveiller. Pour donner à sa fille la possibilité de partir à Tokyo, Diane Tiulien a dû vendre la maison de ses parents. Cette même maison où elle avait grandi, où elle connaissait chaque fissure dans le mur, chaque grincement du plancher. Elle a acheté un appartement plus petit, beaucoup plus petit. La différence obtenue a suffi pour un billet d'avion pour le Japon et l'allocation d'un logement pour sa fille pour les premiers temps. Juste assez
pour que la jeune femme puisse s'installer, trouver un travail et commencer sa vie de manière autonome. Pour la première fois de leur vie, la mère et la fille, qui ne s'étaient jamais quittées, se sont retrouvées à distance. À l'aéroport, Diane se tenait derrière la vitre et regardait l'avion décoller. Elle est restée longtemps, même après que l'avion eut disparu dans les nuages. Mais le lien entre elles est resté fort. Elles s'appelaient quotidiennement et s'envoyaient constamment des messages. La mère posait des questions sur chaque détail, ce qu'elle avait mangé, comment elle avait dormi, si elle n'avait pas froid. La fille répondait en détail, sachant que cela la rassurait. Après son arrivée en 2015, Jiang s'est inscrite dans une école de langue à Tokyo. Un petit bâtiment dans un quartier résidentiel où flottait une odeur de café de distributeur automatique au rez-de-chaussée et de vieux manuels. Elle devait amener son japonais au niveau requis pour intégrer un programme d'études supérieures dans une université locale. L'école disposait d'une résidence universitaire où la jeune femme s'est installée. Une chambre pour deux, étroite, avec une fenêtre donnant sur une cour où les corbeaux croissaient le matin. C'est là qu'elle a rencontré Liu Xin. Dès les premières minutes de conversation, il est devenu évident qu'elles avaient beaucoup en commun. Toutes deux étaient arrivées récemment. Toutes deux avaient le mal du pays. Toutes deux tentaient de s'adapter à une ville étrangère où tout était différent, de la nourriture à la façon dont les gens se saluaient. Une amitié destinée à devenir fatale a commencé. Les jeunes femmes avaient en effet beaucoup de choses en commun. Toutes deux étaient originaires de Chine et de la même ville, Qingdao. Leurs familles vivaient à seulement 20 minutes de route l'une de l'autre. Peut-être que leur mère achetait des légumes sur le même marché. Peut-être avait-elle un jour fait la queue ensemble à la clinique. Le monde s'est avéré plus petit qu'il n'y paraissait. Liu Xin étudiait à l'école de langue depuis 1 an, mais le japonais lui posait des difficultés. La grammaire s'embrouillait, les idéogrammes s'oubliaient. En classe, elle était souvent distraite, regardant par la fenêtre. Il lui restait encore 1 an avant la fin des cours, bien que son niveau de connaissance soit encore nettement inférieur à celui de sa nouvelle amie. Jiang assimilait la matière plus rapidement et montrait plus d'aptitude. Elle restait après les cours, posait des questions, prenait des notes supplémentaires. C'est pourquoi elle a terminé le programme en même temps que Liu Xin, en seulement 12 mois. Pourtant, sa maîtrise de la langue était considérablement supérieure. Les professeurs le remarquaient. Liu Xin le remarquait aussi, mais elle ne le montrait pas. En 2016, toutes deux ont été admises en études supérieures dans des universités différentes, comme prévu. Malgré leurs études séparées, elles passaient la plupart de leur temps libre ensemble. Elles préparaient les dîners dans la minuscule cuisine de la résidence. Elles se promenaient dans les rues le soir, où les néons se reflétaient dans les flaques d'eau. Elles partageaient leurs projets d'avenir. Jiang s'est bien adaptée à Tokyo. Elle a trouvé un travail dans un petit studio qui réalisait des projets d'animation. Pas le plus prestigieux, mais stable. Elle gérait sa charge de travail universitaire. Elle se levait à 6 heures du matin pour avoir le temps d'aller à la fois à l'université et au travail. Elle a délibérément choisi la voie de la carrière et de l'indépendance financière, remettant les relations amoureuses à plus tard. Quand ses amis parlaient de garçons, Jiang restait silencieuse. Elle se contentait de sourire et de secouer la tête. La jeune femme voulait d'abord atteindre une stabilité, faire venir sa mère et seulement ensuite s'occuper de sa vie personnelle. Le manque de sa mère était fort. Jiang l'appelait tous les jours. Généralement tard le soir, quand elle rentrait fatiguée, mais elle appelait sans faute. Elle partageait ses nouvelles et ses succès. Elle parlait de son travail, des éloges de son professeur, du fait qu'elle pourrait bientôt louer un meilleur appartement. La mère écoutait et croyait. Bientôt, elles seraient ensemble. Pendant ce temps, Liu Xin ne s'intéressait pas particulièrement au travail.
Elle faisait de petits boulots de temps en temps, sans enthousiasme. D'autres choses l'inspiraient. Elle a rencontré un garçon nommé Chen Shifeng. Le jeune homme avait 1 an de plus. Il parlait avec assurance. Son regard était intense. La relation a commencé rapidement, trop rapidement à bien y réfléchir. Les amis continuaient à vivre sous le même toit. Après seulement 3 mois, le petit ami de Liu Xin a emménagé avec elle, sans demander l'avis de Jiang. Il a simplement apporté ses affaires un soir et est resté. Jiang n'a rien dit à ce moment-là. Elle ne voulait pas gâcher sa relation avec son ami. Une semaine plus tard, Jiang a compris que c'était une erreur. Chen Shifeng occupait tout l'espace. Il parlait fort au téléphone la nuit, laissait de la vaisselle sale, regardait Jiang comme si elle était de trop. Il a réussi à convaincre la jeune femme de déménager avec lui dans un autre appartement. Il répétait qu'une 3e personne dans l'appartement était gênante, qu'ils avaient besoin de leur propre espace. Bien sûr, ce n'était qu'un prétexte. Liu Xin a accepté. Jiang a compris. Il était temps de partir. Après le déménagement de son ami, Jiang a loué un appartement plus petit pour une personne afin d'économiser sur le loyer. Une chambre dans un vieil immeuble du quartier de Nakano. Le papier peint se décollait par endroits, mais le logement était moins cher et c'était ce qui comptait. Liu Xin a vite réalisé que son petit ami n'avait pas l'intention de changer son comportement autoritaire. Ce qui semblait être de l'assurance s'est avéré être du contrôle. Il vérifiait son téléphone, exigeait qu'elle lui rende des comptes sur où elle avait été, avec qui elle avait parlé. Il haussait la voix pour n'importe quelle raison. Fin août 2016, la situation a atteint un point critique. Lors d'une nouvelle dispute, Chen a attrapé Liu Xin par le bras. Il a serré si fort que des bleus sont apparus. Et il l'a longuement regardée, avec un regard perçant. En silence, il la regardait, tout simplement. La jeune femme décrira plus tard ses yeux, pleins d'une fureur qui n'avait pas besoin de mots. C'est à ce moment-là qu'elle a compris pour la première fois de quoi son petit ami était capable. Et elle a décidé de rompre. Comme c'est souvent le cas avec les manipulateurs comme Chen, il ne pouvait pas accepter le rejet. Quand Liu Xin est venu chercher ses affaires, il a tenté de la retenir de force dans l'appartement. Il a fermé la porte à clé, s'est placé entre elle et la sortie. La jeune femme a réussi à s'échapper. Elle l'a poussée et s'est enfuie en courant. Mais son ex a continué à la poursuivre dans la rue. Il criait derrière elle, la rattrapait. Elle a dû appeler des voisins à l'aide pour calmer le garçon. Seule la menace d'appeler la police l'a fait reculer. Il s'est arrêté, respirait lourdement. Puis il s'est retourné et est parti. Mais son regard promettait, ce n'est pas la fin. Libérée de cette relation toxique, Liu Xin a voulu retourner chez sa meilleure amie. Elle savait que Jiang ne refuserait pas. Elle ne refusait jamais. Mais maintenant, celle-ci avait un petit appartement avec une interdiction d'héberger des locataires supplémentaires. Le contrat de location était strict, un seul occupant. Si on l'enfreignait, c'était l'expulsion sans remboursement de la caution. Néanmoins, Jiang ne pouvait pas refuser. Elle ne savait pas le faire. Et elles ont décidé de vivre à nouveau ensemble, malgré le risque. La mère, Dian Qiulian, venait régulièrement de Chine pour rendre visite à sa fille, 2 ou 3 fois par an. Chaque fois, elle apportait quelque chose de la maison. Du poisson séché, les friandises préférées de sa fille, des photos de famille. À cause de cela, Liu Xin n'a pas pu emménager tout de suite. Elle a dû passer plusieurs nuits chez une autre étudiante. Elle attendait que la mère de Jiang reparte. Le 3 septembre, elle a finalement emménagé dans l'appartement de Jiang, situé dans le quartier de Nakano. Elle a apporté 2 valises et une boîte d'affaires. Jiang l'a aidé à tout monter.
Bien que le propriétaire ait strictement interdit de sous-louer, la jeune femme a décidé de prendre le risque pour aider son ami. Son ami était en difficulté après tout, et les amis sont là pour ça. La mère de Jiang, qui rendait visite aux deux jeunes femmes, a tout de suite remarqué une tendance désagréable. La gentillesse de sa fille ne suscitait pas de gratitude en retour. Liu Xin ne faisait rien à la maison. Elle ne lavait pas la vaisselle, ne sortait pas les poubelles, n'aidait pas Jiang et s'occupait exclusivement de ses propres affaires. Elle pouvait passer toute la journée allongée sur le canapé, à faire défiler son téléphone, pendant que Jiang, après le travail, nettoyait l'appartement. Et ce, bien que son ami risquait de perdre son logement et d'être expulsé pour elle. La mère a essayé d'aborder délicatement le sujet avec sa fille, mais Liu Xin se contentait de hausser les épaules. C'est difficile pour elle en ce moment. Elle se remet de sa rupture. Ça va passer. Ça n'est pas passé. Pendant ce temps, l'ex-petite amie de Liu Xin ne perdait pas espoir de la reconquérir. Au début, il a essayé de la séduire avec des cadeaux. Il envoyait des fleurs à son travail, laissait des boîtes de chocolat devant la porte de la résidence. Puis il l'a supplié de lui donner une seconde chance et a juré de changer. Il écrivait de longs messages la nuit, l'appelait 20 fois de suite. Rien n'a fonctionné. Liu Xin bloquait les numéros, ignorait les messages, ne réagissait pas. Alors, le jeune homme a commencé à se mettre en colère. Le ton des messages a changé. Des menaces sont apparues. Il a commencé à la suivre. La jeune femme l'a remarqué, près de l'université, près du restaurant où elle travaillait. Il se tenait à l'écart, mais de manière à ce qu'elle le voie. Puis, il a commencé à la menacer ouvertement. Il a réussi à découvrir que son ex vivait dans l'appartement de sa meilleure amie, car Jiang n'avait pas pu lui refuser son aide. L'information circule vite, surtout parmi les étudiants compatriotes. Maintenant, toutes les deux étaient en danger. Dans l'après-midi du 2 novembre 2016, on a sonné à la porte de l'appartement, brusquement, avec insistance. Jiang était au travail, Liu Xin était à la maison. Elle a tout de suite pensé que c'était le propriétaire. Peut-être que les voisins s'étaient plaints du bruit, peut-être que quelqu'un l'avait vu entrer avec les clés. La panique s'est emparée de la jeune femme. Elle savait que son amie n'avait pas le droit d'héberger qui que ce soit. Liu Xin est restée silencieuse, a retenu son souffle, n'a pas ouvert. La sonnette a retenti à nouveau, et encore, et encore. Elle a appelé Jiang plusieurs fois. La première fois, celle-ci n'a pas décroché, elle était en réunion. La deuxième fois, elle a répondu. La voix inquiète. Que se passe-t-il? Ensemble, elles ont inventé une histoire, se présenter comme la sœur de la locataire venue en visite pour quelques jours. Le plan semblait simple. Il fallait juste jouer le rôle de manière convaincante. Alors, Liu Xin a parlé au visiteur inattendu à travers la porte. Sa voix tremblait, mais elle essayait de paraître assurée. Elle a dit en japonais « Qui est là ?» Quand il a répondu, elle a réalisé avec horreur que c'était son ex-petite amie, Shen. Sa voix était impossible à ne pas reconnaître. La jeune femme a de nouveau appelé son amie et lui a raconté, à voix basse, rapidement. Jiang a déclaré qu'elle allait appeler la police, immédiatement. Mais Liu Xin l'a supplié de ne pas le faire. Elle avait peur qu'elles aient toutes les deux des problèmes, que le propriétaire apprenne la sous-location, qu'elle soit expulsée, que tout s'effondre. Elle n'a jamais ouvert la porte. Shen se tenait dehors, sonna à la porte, hurlait des menaces à travers la fine porte. Liu Xin s'est adossé au mur du couloir et a écouté. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Vers 16h15, plus d'une heure s'était écoulée. Le garçon ne partait toujours pas. Sa voix devenait plus colérique. Cela a beaucoup inquiété la jeune femme. Jiang est rentré du travail plus tôt.
son patron l'a laissée partir, la voyant si pâle et distraite. Dans le couloir, un conflit a éclaté entre elles et Shen. Il exigeait que Lioxin sorte. Jiang se peinait entre lui et la porte, essayant de parler calmement. Elle expliquait que la jeune femme ne voulait pas le voir, qu'il devait partir. La porte de l'appartement s'est ouverte. Lioxin s'est jointe à la dispute. Les deux jeunes femmes parlaient en même temps, s'interrompant l'une l'autre. Il a fallu plus d'une demi-heure aux deux amis pour le faire partir. Il résistait, se disputait, menaçait. Mais finalement, il s'est retourné et s'est dirigé vers l'escalier, lentement, en regardant par-dessus son épaule. Jiang devait retourner au travail pour finir son service. Le projet était urgent, les délais serrés. Et l'autre jeune femme devait seulement commencer le sien. Son service au restaurant commençait à 6 heures du soir. Toutes deux se sont préparées et sont parties ensemble. Elles ont fermé la porte à double tour, ont vérifié 2 fois. Elles ont marché environ 10 minutes jusqu'à la station de métro la plus proche. Elles parlaient de choses banales, essayaient de se calmer. Elles ne se doutaient pas que, pendant tout ce temps, le harceleur les observait. Il marchait à distance, se cachait derrière les coins de rue, les suivait. Quand les amis se sont séparés pour leurs occupations respectives, Jiang se dirigeant vers son bureau, Lioxin vers la station menant au restaurant, Chen a continué à suivre Lioxin, cette fois sans se cacher. Il marchait à quelques mètres derrière elle. La jeune femme accélérait le pas, lui aussi accélérait. 16h43. Le jeune homme a commencé à envoyer des messages menaçants à son ex, l'un après l'autre. L'écran du téléphone de Lioxin s'illuminait de notifications. Elle ne les lisait pas, mais voyait le début des textes sur l'écran de verrouillage. Il tentait de lui faire peur en menaçant d'envoyer des photos intimes à ses parents si elle ne revenait pas, de raconter à tout le monde qui elle était vraiment, de ruiner sa vie. Les mains de la jeune femme tremblaient en tenant le téléphone. Lioxin est arrivée au restaurant pour son travail à 6 heures du soir. Elle est entrée par l'entrée de service, a enfilé son uniforme. Ses mains tremblaient encore en nouant son tablier. Environ 1 heure plus tard, elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu que son ex se tenait à l'extérieur de l'établissement et attendait. Il se tenait simplement de l'autre côté de la rue, regardait l'entrée. Son air était agressif, sa posture tendue. À ce moment-là, la jeune femme était si fatiguée du harcèlement de ce garçon instable qu'elle s'est adressée à un collègue plus costaud, un garçon d'environ 25 ans qui travaillait en cuisine et avait une carrure imposante. Elle lui a demandé de sortir avec elle pour voir Shen et de se présenter comme son nouveau petit ami. Elle a expliqué la situation, rapidement, de manière confuse. Le collègue a accepté, sans poser de questions superflues. Ils sont sortis ensemble. Le collègue a passé son bras autour des épaules de Lioxin. Shen les regardait de loin. Son visage s'est déformé. Il est resté 1 minute de plus. Puis, il s'est retourné et est parti. Ce n'est qu'après cela que le harceleur est parti. Lioxin est retourné au restaurant et a terminé son service en mode automatique. Ses mains bougeaient d'elles-mêmes, son esprit était ailleurs. Cependant, environ 1 heure plus tard, Shen a envoyé un autre message. Court, clair. Si Lioxin n'était pas avec lui, il ferait en sorte qu'elle ne soit avec personne. La jeune femme a eu peur. Elle a lu le message 3 fois, mais n'a pas sonné l'alarme. Elle s'est dit, des menaces en l'air. Il est juste en colère. Ça lui passera. Après leur service, les deux amies se sont appelées et sont rentrées chez elles séparément. Il était déjà plus de minuit. Le métro de Tokyo était presque vide. L'inquiétude suscitée par les événements de la journée n'avait pas disparu.
Compte tenu du conflit avec Chen, c'était Liu Xin la plus inquiète. Elle craignait que son ex l'attende encore, qu'il l'attende près de la maison, que tout recommence. Elle a même demandé à Jiang de l'attendre à la station de métro pour qu'elle rentre ensemble. Elle avait peur d'y aller seule. Celle-ci a accepté immédiatement, sans poser de questions. Elle est arrivée plus tôt et attendait maintenant son amie sur le quai. Pour passer le temps, Jiang a contacté sa mère et lui a raconté la journée folle qu'elle avait passée. La mère écoutait avec anxiété. Elle disait « Peut-être qu'il est temps d'aller à la police, c'est sérieux maintenant. » Mais sa fille balayait l'idée d'un geste de la main. « Tout va bien, on va s'en sortir. » Pendant ce temps, Liu Xin se dirigeait vers la station et continuait de recevoir une menace après l'autre. Le téléphone vibrait sans arrêt dans sa poche. Elle espérait simplement que le harceleur finirait par se calmer et par renoncer en apprenant sa nouvelle relation, que la photo avec son collègue servirait de preuve. La jeune femme ne se doutait même pas d'où Chen envoyait réellement tous ces messages. Il était tout près, plus près qu'elle ne le pensait. Jiang a attendu son amie pendant environ 1 heure. Elle se tenait près de la sortie de la station, faisant défiler son téléphone. Écrivait à sa mère, regardait l'heure. Après minuit, elles se sont enfin retrouvées. Se sont brièvement étreintes et sont rentrées à pied par les rues nocturnes désertes où de rares lampadaires projetaient de longues ombres. D'après la reconstitution des événements, en approchant de l'immeuble, Liu Xin a dit qu'elle avait une envie pressante d'aller aux toilettes, et elle a couru en avant. Jiang la suivait sans se presser, fatiguée de sa journée, perdue dans ses pensées. Liu Xin est montée, a ouvert la porte avec sa clé et est entrée dans l'appartement, refermant la porte derrière elle. Jiang la suivait dans l'escalier. Elle a entendu le cliquetis de la serrure. Liu Xin était dans la salle de bain quand elle a entendu les cris de son ami derrière la porte d'entrée. La voix de Jiang, forte, effrayée, quelque chose d'autoritaire, puis un cri. La jeune femme est sortie en courant de la salle de bain et a tenté d'entrouvrir la porte pour laisser entrer Jiang. Elle a saisi la poignée, a tiré vers elle. Mais elle n'a réussi qu'à pousser légèrement le battant, de 5 cm, pas plus. Après quoi, quelque chose l'a refermée avec force et la maintenait. Liu Xin a poussé de tout son poids. En vain. La porte ne cédait pas. Quelqu'un la tenait de l'extérieur, quelqu'un de plus fort. Liu Xin a regardé par le judas, mais n'a rien vu. Il était cassé depuis longtemps. Le propriétaire avait promis de le réparer, mais ne l'avait jamais fait. À la place de la lentille en verre, il y avait un trou noir. Pendant plusieurs minutes, Jiang a crié derrière la porte. Sa voix se brisait, les mots s'en mêlaient. Puis, une autre voix est apparue, masculine, rauque, en colère. Liu Xin l'a reconnue immédiatement, et son ami ne savait pas quoi faire. La panique lui serrait la gorge. Liu Xin comprenait que son ex avait attaqué Jiang. Elle criait à travers la porte « Laisse-la, s'il te plaît, ce n'est pas elle, lâche-la !» Elle suppliait le garçon de les laisser tranquilles. Mais celui-ci ne semblait même pas entendre ses supplications à cause des cris forts de Jiang, ou il faisait semblant de ne pas entendre. Quand le bruit à l'extérieur s'est tu, Liu Xin a décidé d'appeler la police. Enfin, ses mains tremblaient tellement qu'elle a composé le mauvais numéro 2 fois. À la 3e tentative, elle a réussi à les joindre. La jeune femme a donné l'adresse. Sa voix tremblait. Elle a déclaré que quelqu'un avait attaqué sa meilleure amie. L'opérateur posait des questions d'un ton calme et professionnel. Liu Xin répondait de manière confuse. Il était évident que l'agresseur était Chen.
Mais, pour une raison quelconque, la jeune femme a d'abord affirmé qu'elle ne connaissait pas l'identité du tueur. Elle a dit à l'opérateur « Je ne sais pas qui c'est, un homme ». Plus tard, cela soulèvera des questions. Plus tard, on a découvert ce qui suit. Dès que Liuxin a chassé son ex du restaurant où elle travaillait, il s'est immédiatement rendu à l'immeuble où vivait Jiang. Il n'est pas rentré chez lui, ne s'est pas calmé. Il est allé là-bas. Le harceleur attendait les jeunes femmes au 3e étage, alors qu'elles vivaient au 2e. Il a choisi un endroit d'où l'on pouvait voir l'entrée, s'est assis sur les marches, a sorti une bouteille d'alcool. Là, il a bu, lentement, méthodiquement, et a continué d'envoyer des messages de colère et de menaces. Il regardait l'écran de son téléphone, tapait, envoyait, buvait à nouveau. Il était si en colère qu'il désirait se venger. Il voulait décharger son agression sur les jeunes femmes, sur les deux, peu importe qui tomberait la première. Selon la reconstitution, l'ex n'a pas remarqué Liuxin entrer en courant dans l'immeuble. Elle courait vraiment vite, montant les escaliers presque au pas de course. Elle a été sauvée par miracle, car c'était elle la cible principale. Il a seulement vu Jiang s'approcher de l'immeuble, lentement, seul, fatigué après le travail. Pendant que Liuxin était dans la salle de bain, l'ex est descendu d'un étage et a attaqué son amie. Il attendait qu'elle s'approche de la porte. Jiang a sorti ses clés, les a insérées dans la serrure. À ce moment-là, il est sorti de l'ombre. Jiang a une fois de plus tenté de protéger son amie. Elle s'est interposée entre lui et la porte, parlait fort, d'un ton autoritaire. « Va-t'en, tout de suite, j'appelle la police !» Une dispute a éclaté. Il s'est approché. Elle n'a pas reculé. Dans le feu de l'action, le jeune homme a sorti un grand couteau. La lame a brillé sous la faible lumière de l'ampoule du couloir. Et il a porté 12 coups, l'un après l'autre, méthodiquement, dans le cou, les épaules, la poitrine. Jiang a tenté de se protéger avec ses mains. De profondes entailles y sont restées. Des blessures de défense, comme le diront plus tard les médecins légistes. Et d'un dernier geste, il lui a tranché la gorge, d'un large mouvement de gauche à droite. La victime de l'agression a rapidement perdu ses forces. Ses jambes ont fléchi. Elle est tombée, s'est tue. Le sang s'est répandu sur le sol du couloir, s'infiltrant dans les interstices entre les carreaux. Et le criminel s'est simplement enfui, sans se retourner. Il a jeté le couteau près du corps et a dévalé les escaliers, laissant la jeune femme se vider de son sang. Les traces de ses baskets se sont imprimées dans le sang sur les marches. Lorsque Liuxin a contacté la police, on lui a demandé de rester dans l'appartement et de ne pas ouvrir la porte. L'instruction était claire, verrouillez toutes les serrures, n'ouvrez à personne, attendez. La jeune femme a obéi volontiers. Elle a mis la chaîne, s'est assise par terre dans le couloir, tremblait. Dehors, c'était le silence, un silence terrifiant. Les ambulanciers et les policiers sont arrivés sur les lieux, 15 minutes plus tard. Les sirènes ont réveillé les voisins. Les gens regardaient depuis leurs portes. Les policiers ont bouclé le palier, ont photographié la scène de crime. Ils ont porté secours à la victime, faisant tout ce qu'ils pouvaient là, sur le sol froid du couloir. Puis l'ont soigneusement transféré sur une civière et l'ont emmené à l'hôpital. Malgré tous les efforts des médecins, le 3 novembre 2016, à 2h25 du matin, Jiang, âgé de 24 ans, est décédé des suites de ses blessures et de l'hémorragie qui a suivi. Son corps n'a pas tenu, la perte de sang était trop importante. Liuxin n'a pas été blessée du tout, pas une égratignure. Cela paraissait même suspect, trop suspect. Le matin même, elle a été emmenée au poste de police, transportée dans une voiture de patrouille et interrogée.
L'inspecteur posait des questions méthodiquement, notait les réponses. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas vu ce qui s'était passé précisément derrière la porte, seulement entendu des cris, car elle n'avait pas pu l'ouvrir et que le Judas n'avait toujours pas été réparé. La jeune femme était persuadée que son ex-petite amie retenait la porte avec son poids et qu'elle n'avait tout simplement pas eu la force de le repousser pour aider son amie. Elle l'a répété plusieurs fois. « Je ne pouvais pas ouvrir, il tenait la porte. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. » Une autre témoin, une voisine âgée des jeunes femmes, observait par son Judas le jeune homme suspect qui gesticulait beaucoup. Elle avait regardé en entendant du bruit. La femme a simplement entendu des cris et l'a vu discuter de quelque chose avec émotion avec la jeune femme. Cependant, elle n'a pas vu qu'il agressait quelqu'un, n'a pas vu de couteau, n'a pas vu de sang, seulement le dos de l'homme et ses bras qui s'agitaient. Quand la mère de Jiang a été informée du décès de sa fille, elle n'y a d'abord pas cru du tout. Elle a simplement refusé d'y croire et a tenté de l'appeler, pensant que c'était une erreur, qu'il s'était trompé, que sa fille allait maintenant répondre d'une voix endormie. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi appelles-tu si tôt ?» Mais sa fille ne décrochait pas. L'abonné était indisponible, encore et encore. Quand la mère a appelé l'ami de sa fille et a demandé « Liuxine, que se passe-t-il? Pourquoi ma fille ne répond-elle pas ?» La jeune femme a répondu qu'elle était à ce moment-là à la police et s'est abstenue de donner des détails. Sa voix était égale, trop égale. « Je rappellerai plus tard », a-t-elle dit avant de raccrocher. En réalité, à ce moment-là, elle ne savait pas encore que son ami était décédé. On ne lui a appris que quelques heures plus tard, à la fin de l'interrogatoire. Quand la police le lui a annoncé, elle s'est comportée avec un tel calme que le sort de Jiang semblait lui être totalement indifférent. L'inspecteur le notera plus tard dans son rapport. Absence suspecte de réaction émotionnelle. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, a simplement hoché la tête, a dit « compris ». Et c'est tout. Les jours suivants, Liuxine n'a jamais rappelé la mère de la défunte, ne lui a pas écrit, n'a pas parlé à la femme qui, toujours incapable de se calmer, essayait d'obtenir des réponses. Elle appelait encore et encore, envoyait des messages. Elle était tout simplement ignorée. Liuxine lisait, mais ne répondait pas. Près d'une journée de silence s'est écoulée avant que la jeune femme ne réponde enfin, brièvement, sèchement. Elle racontera tout en détail plus tard. Pour l'instant, elle voulait se concentrer sur l'aide à la police pour capturer le criminel. Il fallait témoigner. Le reste viendrait après. Un tel comportement et une telle attitude de la part de l'ami de sa fille ont indigné la mère de la victime, car sa fille avait sauvé son ami au prix de sa propre vie. Elle était morte en la protégeant, et elle n'a même pas apprécié son geste. Elle n'a même pas prononcé un mot de condoléance. Mécontente, la femme a publié un post sur le populaire réseau social chinois Weibo, un post détaillé et émouvant. Elle y racontait que sa fille avait été tuée par l'ex-petite amie de son amie Liuxine. Elle décrivait tous les détails de l'incident qu'elle connaissait. Comment sa fille l'avait aidée, comment elle avait risqué sa vie, comment elle était morte. La réaction fut mitigée. D'un côté, l'opinion publique a tenté de soutenir cette femme qui avait perdu le sens de sa vie, sa fille unique. Les commentaires affluaient, pleins de condoléances. Les gens voulaient aussi aider à faire avancer l'enquête. Ils partageaient la publication, ils écrivaient à la police. D'un autre côté, ceux qui se sentaient concernés se sont indignés du comportement de Liuxine. Ils pensaient qu'elle avait un lien avec ce qui s'était passé, vu son indifférence face à la mort de son ami.
et elle n'avait même pas essayé d'aider pendant l'agression. Elle était simplement restée derrière la porte, écoutant comment on tuait la personne qui l'avait aidée. Les rumeurs et les discussions sur cette affaire sont parvenues jusqu'à Liuxin elle-même et sa famille. Ses parents ont commencé à recevoir des appels de journalistes, de connaissances, d'inconnus. Cela a provoqué une vive réaction de la jeune femme, qui s'est adressée à la mère de la victime. Elle lui a écrit un message. Elle lui a demandé de cesser le flot de publications mentionnant son nom et tous les détails. « C'est du harcèlement », a-t-elle écrit, « c'est illégal ». À ce moment-là, l'opinion publique s'était déjà formée. Elle soutenait la mère et était contre Liuxin. Les hashtags avec son nom accumulaient des millions de vues. Tout le monde était convaincu que Chen était coupable, c'était évident. Mais un préjugé s'est également formé à l'encontre de Liuxin, qu'on considérait comme impliqué, bien qu'indirectement, complice par son silence. Un jour plus tard, Liuxin a de nouveau contacté la mère de Jiang. Elle a écrit un long message. Elle a expliqué qu'elle n'était pas encore prête à la rencontrer, c'était trop dur psychologiquement. Elle affirmait avoir peur de révéler certains détails de l'agression tant que le tueur n'était pas attrapé. Et s'il suivait les nouvelles, et si quelque chose tournait mal dans l'enquête. La mère de la défunte était convaincue que ce n'était qu'une manifestation de manque de respect envers elle et sa fille, des prétextes, et elle a continué à agir activement sur Internet pour attirer l'attention sur son histoire. Elle publiait des messages tous les jours. La femme craignait que l'enquête sur la mort de sa fille ne s'enlise dans un autre pays, que sans la pression de l'opinion publique, l'affaire serait étouffée. C'est pourquoi elle essayait de faire du bruit, le plus de bruit possible. La femme inconsolable ne voulait pas s'arrêter, elle ne le pouvait pas. Elle continuait à mettre la pression sur Liuxin, publiquement, ouvertement. La situation a atteint un point critique en moins d'une semaine. La jeune femme était tellement en colère qu'elle a déclaré qu'elle cesserait toute coopération avec les forces de l'ordre si on n'arrêtait pas de la mentionner sur Internet. Elle a écrit une lettre officielle à l'enquêteur. Elle a menacé de retirer son témoignage. Après cela, la famille de Liuxin a contacté la mère directement. Ils ont appelé. Ils lui ont demandé d'arrêter de correspondre avec des étrangers à qui elle racontait en détail les circonstances de la mort de sa fille. Ils ont dit que cela nuisait à l'enquête, que c'était de la diffamation. Ensuite, Liuxin a également commencé à s'adresser personnellement aux gens sur Internet. Elle a créé son propre compte. Elle écrivait de longs posts. Elle leur demandait de la compréhension et du soutien. Elle expliquait sa position. Elle se plaignait du harcèlement. Cependant, la confiance envers elle était déjà ébranlée. On la considérait comme impliquée dans le meurtre, mais personne ne connaissait vraiment les détails. Il n'y avait que des rumeurs, des suppositions, des soupçons. À cause de tout cela, elle a même refusé d'assister à la crémation de sa meilleure amie, qui a eu lieu le 11 novembre. Elle a dit qu'elle avait peur de rencontrer la mère, peur des journalistes, peur du jugement. Ce fut la goutte d'eau pour la mère de Jiang. Comment peut-on ne pas venir dire adieu à la personne qui vous a sauvé? Plus tard, la jeune femme a déclaré sur Internet qu'elle avait en fait assisté à la cérémonie, mais qu'elle était restée à l'écart, à l'extérieur, pour ne pas croiser les journalistes et ne pas gâcher la cérémonie par sa présence. Mais pour une raison quelconque, personne ne l'a vue, pas une seule personne présente. Étrange, n'est-ce pas? Liuxin ne voulait pas communiquer avec les proches de son ami décédé, ce qui a provoqué une vague de condamnation encore plus grande. Les commentaires sous ces publications devenaient de plus en plus méchants. Les gens écrivaient des choses horribles. Pendant tout ce temps, l'agresseur, Chen, âgé de 25 ans, était en fuite. Sa photo était montrée aux informations, des avis de recherche étaient affichés, les caméras de surveillance des gares et des aéroports étaient vérifiées.
Il n'a été arrêté que le 24 novembre, 3 semaines après le massacre. On l'a trouvé dans un hôtel bon marché en périphérie de Tokyo. Il n'a pas résisté à son arrestation. Il a simplement tendu les mains en silence pour les menottes. À ce moment-là, les inspecteurs avaient déjà découvert les correspondances menaçantes que le jeune homme entretenait avec son ex-petite amie. Des centaines de messages, des appels, des messages vocaux. C'était une base suffisante pour qu'il devienne le principal suspect dès les premiers jours de l'enquête. Il n'y avait aucun doute. Après une série d'interrogatoires longs, épuisants, le 14 décembre, Chen a été inculpé pour le meurtre avec préméditation de Jiang. Il était assis dans la salle d'interrogatoire, le regard fixé sur la table. Il ne levait pas les yeux. Liu Xin et la mère, Diane, sont retournés en Chine. La femme portait avec elle l'urne contenant les cendres. Petite, blanche, froide au toucher. Elle la tenait à 2 mains pendant tout le trajet. Elle voulait enterrer sa fille dans sa patrie, près des tombes de ses ancêtres. Comme Chen avait été capturé, elle pensait que l'affaire touchait à sa fin et que Liu Xin allait tout raconter, enfin expliquer, enfin la rencontrer. Cependant, même maintenant, la jeune femme continuait d'ignorer ses demandes de rencontre. Elle ne répondait pas aux appels, bloquait les messages. La femme a célébré le nouvel an lunaire dans une maison vide, seule. Sur la table, il y avait une photo de sa fille dans un cadre, des bougies, la nourriture que sa fille aimait, les offrandes traditionnelles pour les esprits des ancêtres. Elle essayait de surmonter la douleur de la perte. Assise à table, elle parlait à la photo. Elle semblait sur le point de perdre tout espoir de justice. Au cœur des festivités, alors que d'autres familles s'amusaient, lançaient des feux d'artifice, la mère de la victime a ressenti une détermination, une étrange et froide détermination. Obtenir justice pour sa fille, par n'importe quel moyen, à n'importe quel prix. En mai 2017, la tension entre Liu Xin et Diane Shulian a recommencé à monter. La jeune femme évitait toujours le contact. La mère ne pouvait pas l'accepter. À cause de cela, la femme a eu recours à des mesures extrêmes. Elle a publié en accès libre toutes les informations qu'elle connaissait sur la famille de Liu Xin, sur la jeune femme elle-même, y compris son adresse personnelle à Qingdao et les numéros de téléphone de ses parents. Le poste était colérique, accusateur, avec l'exigence d'une réponse, avec un appel à ne pas se taire. Les personnes concernées ont réagi immédiatement. En quelques heures, le jour même, la famille de Liu Xin a reçu une vague d'insultes et de menaces. Les appels ont commencé le matin et n'ont pas cessé jusqu'à la nuit. Certains écrivaient sur les messageries, d'autres venaient à la maison, criaient sous les fenêtres. À cause de cela, ils ont même contacté la mère inconsolable. Le père de Liu Xin a appelé, sa voix tremblait de colère. Ils ont commencé à la menacer d'un procès pour harcèlement, pour diffamation, pour incitation à la haine. Mais la mère de la victime s'en fichait déjà. Qu'avait-elle à perdre ? Elle voulait seulement obtenir justice pour sa fille. Le reste n'avait pas d'importance. Les parents de l'ami étaient si fatigués de la pression constante, des appels et des menaces, que la mère de Liu Xin a même déclaré avec colère lors d'une des conversations « Peut-être que Jiang avait un tel destin de vivre une vie courte. C'était peut-être prédestiné. Peut-être qu'on ne pouvait rien y changer. » La femme ne pouvait supporter une telle insulte. Ces mots la brûlaient comme de l'acide. C'est pourquoi, en août 2017, elle a continué à distribuer activement des tracts dans la rue. Tous les jours, le matin près du métro, l'après-midi près des centres commerciaux, le soir près des universités.
pour attirer l'attention du public sur la tragédie et forcer Liuxin à parler et à témoigner contre Chen au procès. Les tracts étaient simples, mais efficaces. Une photo de sa fille, une brève description de ce qui s'était passé, et des informations sur la famille de Liuxin qui avaient été publiées sur Internet. Des noms, des adresses, des numéros, avec un appel à téléphoner et à exiger des réponses. Apparemment, les efforts de Dian Xiaolian n'ont pas été vains. La pression fonctionnait, car Liuxin a finalement accepté une rencontre personnelle avec la mère de sa meilleure amie vers la fin du mois d'août. Elle a écrit elle-même, a fixé une date, un lieu. Elle a raconté en détail l'histoire du meurtre et tout ce qu'elle savait. La rencontre a été diffusée en direct, à l'initiative de la mère. Des caméras, des microphones, des journalistes. Liuxin était assise en face, pâle, les bras croisés sur la poitrine. Elle parlait à voix basse, détournait le regard. La femme ne s'est pas excusée pour la campagne médiatique qu'elle avait organisée. Au contraire, elle a déclaré droit dans la caméra qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi un témoin si important était resté si longtemps silencieux et l'avait ignoré. Que cela paraissait suspect, qu'une personne honnête n'a rien à cacher. La mère de la victime voulait simplement savoir comment s'étaient déroulées les dernières minutes de la vie de sa fille, ce qu'elle avait ressenti, à quoi elle avait pensé, parce qu'elle ne pouvait pas trouver la paix sans ces réponses. Malgré les excuses de Liuxin, et elle s'est excusée, a dit qu'elle regrette que les choses se soient passées ainsi, la femme ne lui a pas pardonné. Elle n'a pas pu. Selon la mère, elle se comportait de manière trop froide envers une personne qui l'avait beaucoup aidée, qui l'avait hébergée, qui avait risqué sa vie pour elle et qui avait même donné sa vie. Et Liuxin n'est même pas venue à l'enterrement, n'a même pas versé une larme. Après l'émission en direct, Dian s'est tournée vers le criminel. Elle avait un nouvel objectif. Elle a lancé une campagne massive pour la peine de mort. Elle recueillait des signatures, organisait des rassemblements. La femme est retournée à Tokyo pour cela. Elle a vendu ses derniers biens de valeur pour payer le logement. Et jusqu'en décembre, date des audiences, elle a réussi à recueillir un chiffre colossal, 4,5 millions de signatures de Chinois et de Japonais en soutien à l'initiative de la peine capitale. Les boîtes de papier ont occupé plusieurs tables dans la salle d'audience. Lors des audiences, une autre version des faits a été présentée, racontée par Chen lors des interrogatoires. Son avocat, un jeune homme en costume coûteux, lisait ses dépositions. Selon l'accusé, il avait suivi les jeunes femmes tard le soir depuis la station de métro. Sans se cacher, il marchait ouvertement. Elles ont commencé à courir dès qu'elles l'ont remarqué. Liuxin s'est avérée plus rapide, plus jeune, plus sportive. La jeune femme est arrivée la première à l'appartement et a utilisé sa clé, puis a fermé la porte derrière elle. La serrure a cliqué. Elle n'a pas laissé entrer Jiang, qui s'est immédiatement disputé avec lui sur le palier. Chen a insisté sur le fait qu'il la tenait simplement contre le mur, sans lui faire de mal. Il essayait d'atteindre son ex-petite amie à travers la porte. Il criait pour que Liuxin sorte, pour qu'il parle. Et quand il a compris que Liuxin n'allait pas lui ouvrir la porte et, apparemment, appelait la police, il entendait sa voix derrière la porte, il est entré dans un état de rage. Il a perdu le contrôle et a commencé à poignarder Jiang. Il a juste craqué, ne pouvait pas s'arrêter. Ensuite, cette histoire a commencé à changer. En plein milieu des audiences, lorsque le procureur a commencé à poser des questions gênantes, Chen a soudainement déclaré, d'une voix pleine d'assurance, que le couteau qui avait tué la jeune femme n'était en réalité pas le sien, que la victime elle-même avait sorti sa propre arme blanche et l'avait attaqué la première, avait essayé de le couper. S'était défendu agressivement. Il tentait maintenant de faire passer sa mort pour un cas de légitime défense excessive,
« Je me défendais juste, disait-il. J'ai pris le couteau. C'est de sa faute. » Naturellement, 12 coups de couteau, profonds, pénétrants, les blessures de défense sur les mains de la victime et la gorge tranchée ne ressemblaient pas à une tentative de se défendre contre une attaque. Les médecins légistes l'ont confirmé. La nature des blessures indiquait une agression ciblée, une volonté de tuer. Comme preuve, l'accusation a utilisé les correspondances avec les menaces. Elles ont été projetées sur un grand écran dans la salle d'audience. Chaque message a été lu à haute voix, ainsi que l'enregistrement des caméras de surveillance. Bien que le jeune homme se soit soigneusement préparé et ait analysé comment éviter d'être filmé, Chen n'a pas réussi à se protéger complètement. Une caméra près de la maison voisine a enregistré son entrée dans l'immeuble. Une autre caméra a montré comment il en sortait en courant quelques minutes plus tard. Le visage était net. La correspondance était de 100%. Puis l'histoire de l'accusé a encore changé lors de la 3e audience. Il a maintenant ajouté un nouveau détail étrange, celui qui a provoqué un véritable choc dans la salle. Selon le jeune homme, Liu Xin était simplement entrée la première dans l'appartement et s'était enfermée. C'était vrai, mais en réalité, Jiang n'était pas loin derrière elle. Elles sont entrées presque ensemble. Elles couraient côte à côte dans les escaliers. Mais son ex, et là il a fait une pause, regardant droit dans la caméra, a délibérément poussé son ami dans le couloir avant de fermer la porte, l'a utilisé comme un bouclier, comme une victime. L'accusé a insisté sur le fait qu'il n'avait pas essayé de bloquer la porte et de retenir Jiang à l'extérieur. Au contraire, il était dans son intérêt d'atteindre précisément Liu Xin. Elle était la cible. Il voulait lui parler. Jiang s'était simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Plus tard, la mère de Jiang a déclaré aux journalistes que c'était précisément pour cette raison qu'elle avait poursuivi si longtemps l'ami de sa fille. Pas par vengeance, pas par méchanceté. Elle sentait inconsciemment, avec un instinct maternel qu'on ne peut tromper, que la meilleure amie de sa fille ne disait pas tout, qu'elle cachait quelque chose d'important. Le 20 décembre 2017, Chen Shifeng a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès a eu lieu à Tokyo dans une salle comble. Les jurés l'ont déclaré coupable à l'unanimité. Les 12 personnes ont levé la main sans hésitation. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur sa culpabilité, étant donné le nombre de preuves contre lui. Après avoir purgé sa peine, il est prévu de le déporter en Chine, où il pourrait faire face à des accusations supplémentaires. En attendant, il continue de purger sa peine derrière les barreaux d'une prison japonaise, dans une cellule individuelle, sous haute surveillance. Il est curieux de noter que la peine de mort, pour laquelle la mère de la victime s'était battue avec tant d'acharnement, n'a même jamais été sérieusement envisagée comme sanction pour lui. Le juge l'a expliqué calmement, d'un ton presque d'excuse. La peine capitale existe au Japon, c'est vrai, mais elle est appliquée très rarement, généralement contre les maniaques et les tueurs en série qui ont tué plusieurs personnes, 3 ou plus. Chen avait une seule victime. Selon les normes japonaises, cela ne justifiait pas la peine capitale, aussi monstrueux que cela puisse paraître. Au cours de l'enquête, un autre détail désagréable a été découvert. Liu Xin n'était pas la seule victime du jeune homme par le passé. Il était obsédé par le contrôle et la manipulation. C'était son modèle de comportement dans toutes ses relations. Les inspecteurs ont retrouvé 2 ex-petites amies qui ont raconté des histoires similaires. Surveillance, menaces, tentative de les isoler de leurs amis, violence physique. C'est ainsi que se terminaient toutes ces relations précédentes. On ne parvenait à l'arrêter qu'après de multiples recours aux forces de l'ordre. L'une des jeunes femmes a obtenu une ordonnance de protection temporaire.
l'autre a déménagé. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. On pourrait penser que le verdict a été rendu, le tueur est derrière les barreaux, on peut clore l'affaire. Mais non. En février 2018, Diane Ciulian a reçu un message inattendu de Liu Xin. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'elle depuis cette fameuse rencontre en direct. 6 mois de silence. Et soudain, un message. La jeune femme lui envoyait ses vœux pour le nouvel an lunaire, lui souhaitait la prospérité, la santé, le bonheur. Le texte précisait clairement qu'elle souhaitait la prospérité spécifiquement à la famille de Diane. « Je souhaite à votre famille », c'est ainsi que commençait le message. Diane Ciulian a perçu cela comme une insulte cynique, une moquerie, car le seul membre de sa famille, sa fille unique, le sens de sa vie, la raison de se lever le matin, avait été brutalement assassiné au Japon, et Liu Xin pouvait y être directement lié, du moins indirectement, la femme en était convaincue. La femme l'a écrit ouvertement à la jeune fille. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a déversé tout ce qu'elle avait accumulé. Un conflit a éclaté entre elles par message, dur, sans nuance. Les messages volaient dans les deux sens, chacun plus méchant que le précédent. Même là, l'histoire ne s'est pas terminée. Car le même jour, le soir, quand il faisait déjà nuit, la femme a reçu un colis. Un courrier a apporté une boîte. Expéditeur Liu Xin. La femme l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait de la nourriture. La jeune femme lui avait envoyé un cou de canard et de la viande de pigeon, sous vide, soigneusement, chère, avec un mot, une gâterie pour les fêtes. Pour comprendre toute la profondeur de la moquerie, il faut tenir compte du contexte culturel. En Chine, tout cadeau est extrêmement symbolique. Chaque détail a son importance. La femme y a immédiatement vu une sous-entendue effrayant et cruel. Le fait est que le nom de sa fille, Jiang, avait une sonorité presque identique au mot « pigeon » en chinois. Les mêmes tons, presque la même phonétique. De plus, et c'était le plus terrible, la blessure mortelle de Jiang était précisément une blessure au cou. 12 coups, dont le dernier lui a tranché la gorge. C'est pourquoi le coup de canard dans le colis ne semblait pas être une simple coïncidence. C'était un message, une moquerie de son chagrin. Tout cela ressemblait à une véritable et calculée torture envers une femme qui avait tout perdu. Quand Diane Ciulian a écrit à ce sujet à Liu Xin, avec colère, exigeant des explications, celle-ci a continué les insultes ouvertement, sans allusion, en toutes lettres. Elle a écrit que la mère était elle-même responsable de la mort de sa fille, que si ce n'était pas pour ses ambitions, la jeune femme serait restée en Chine, que c'était le karma, qu'il fallait accepter et la laisser tranquille enfin. Paradoxalement, la campagne contre la famille de Liu Xin, menée par Diane, a même profité à la jeune femme. Si auparavant, grâce aux actions agressives de la femme, Liu Xin était détesté par presque tout l'Internet chinois, maintenant, après 1 an de harcèlement, après la publication de ses données personnelles, après une pression constante, les gens ont commencé à l'écouter. Un effet inverse s'est produit. Et elle a même trouvé un groupe de soutien qui sympathisait sincèrement avec elle, voyait en elle une victime. Une victime d'une mère obsessionnelle qui ne peut pas accepter la tragédie et cherche des coupables. En 2018, Liu Xin communiquait activement sur Internet avec l'un de ses partisans les plus fidèles. Elle entretenait de longues correspondances avec lui, partageait des détails, et dans l'une de ces conversations, elle a révélé un détail totalement nouveau et inconnu de l'affaire Jiang.
Il s'est avéré que ce soir fatidique, alors que son amie était tuée derrière la porte, elle n'attendait pas seulement la police. Elle avait contacté un avocat par téléphone pour une consultation. En attendant l'arrivée des forces de l'ordre, alors que Jiang était peut-être encore en vie, se vidant de son sang dans le couloir, Liu Xin appelait un juriste, demandait ce qu'elle devait faire, quels étaient ses droits, ses obligations. Cela semblait extrêmement étrange, au vu de ses propres affirmations selon lesquelles elle ne savait pas ce qui était arrivé à son amie derrière la porte fermée. Qu'elle n'avait rien vu, qu'elle n'avait entendu que des cris, mais sans comprendre la gravité de la situation. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, pourquoi appeler un avocat? Les gens appellent leurs proches, leurs amis, mais pas des juristes, pas en premier lieu. Grâce à son activité continue sur Internet et à la révélation progressive de nouveaux détails de la tragédie, Liu Xin a même gagné une certaine popularité. Elle est devenue, comme on dit aujourd'hui, une influenceuse. Elle a eu la possibilité de gagner de l'argent avec son blog, contrats de sponsoring, dons de ses fans, publicité. La jeune femme a monétisé sa tragédie. De plus, elle a commencé, prudemment d'abord, puis de plus en plus ouvertement, à inciter ses partisans à harceler la mère de Diane, par des allusions, des partages, des commentaires du genre « Vous comprenez vous-même qui est le véritable agresseur ici ». Le compte de la jeune femme a même été temporairement bloqué par l'administration à cause de nombreuses plaintes. Fin 2018, pour incitation à la haine, Liu Xin y a définitivement perdu l'accès. La plateforme a supprimé le compte pour toujours. Deux des partisans les plus acharnés de la jeune femme, de jeunes hommes qui écrivaient des commentaires particulièrement cruels, ont été envoyés en prison. De courtes peines, de 6 mois, pour insultes systématiques à l'encontre de Diane Qiulian, pour menaces, pour doxing. Le harcèlement de la femme sur Internet était si intense et dangereux que la mère a même dû changer officiellement de nom, par voie de justice, avec de nouveaux documents, et déménager dans une autre ville, louer un appartement sous un faux nom. Ses voisins ne connaissaient pas son histoire, et elle se taisait, essayait simplement de survivre, jour après jour. Mais la mère ne s'est jamais calmée, ne s'est jamais résignée. En 2021, 5 ans après la tragédie, elle s'est tournée vers la justice, a intenté une action civile pour soulever la question de la culpabilité de la meilleure amie dans la mort de sa fille. Comme la procédure pénale était terminée depuis longtemps et s'était déroulée au Japon, en Chine, la femme ne pouvait intenter qu'une action civile, réclamer une compensation financière pour préjudice moral, en affirmant que la jeune femme était partiellement responsable du meurtre, que ses actions ou son inaction avaient conduit à la mort de Jiang. Quand le procès a commencé, Liu Xin ne s'est pas présentée au tribunal pour la première audience. Elle a envoyé un avocat. Mais cela n'a même pas affecté le déroulement de la procédure. Le juge a ordonné de continuer sans elle. À ce moment-là, les enquêteurs avaient découvert les enregistrements des appels téléphoniques que Liu Xin avait passés ce soir-là. Les experts techniques ont récupéré les données. Les conversations étaient souvent ambiguës, peu audibles. Mais le contexte général du dialogue se résumait au fait que Liu Xin essayait de chasser des gens, précisément des gens, au pluriel, qui se trouvaient derrière la porte. « Partez », disait-elle, « laissez-nous tranquilles. » À qui parlait-elle? L'avocat de Jiang, un juriste expérimenté avec 30 ans de carrière, a immédiatement attiré l'attention du tribunal sur un détail crucial. Elle parlait en chinois. Cela semblait extrêmement étrange, car la jeune femme avait affirmé à plusieurs reprises ne pas savoir qui était derrière la porte.
que cela aurait pu être n'importe qui, le propriétaire de l'appartement, un voisin, la police, n'importe qui. Mais il était tout à fait évident qu'elle s'adressait à ses compatriotes, à des Chinois. Elle savait qui était là. Elle le savait depuis le début. Étant donné que les amis vivaient au Japon depuis des années, il aurait été absolument logique de s'adresser à un inconnu derrière la porte en japonais. Ça aurait été le choix naturel. Mais elle a choisi le chinois. Pourquoi? Finalement, le 10 janvier 2022, une date que la mère de Jiang n'oubliera jamais, le tribunal chinois a rendu sa décision. Liu Xin était effectivement en partie coupable du meurtre de sa meilleure amie. Elle ne l'avait pas correctement avertie de la menace. Elle savait que son ex la poursuivait, savait qu'il était dangereux, mais n'a pas insisté pour appeler la police, n'a rien fait pour vraiment sauver son ami au moment critique. À l'issue du procès, le tribunal a confirmé que l'accusé avait effectivement pu s'enfermer intentionnellement dans l'appartement et ne pas laisser son ami entrer, sachant la présence de l'agresseur à l'extérieur. Les preuves indirectes, le temps de réaction, la nature de ses actions, l'absence de tentative d'ouvrir la porte de force l'indiquaient. La jeune femme a été condamnée à une amende d'environ 700 000 yuan. À l'époque, cela représentait environ 100 000 $, une somme énorme. Liu Xin a été indigné par la décision du tribunal. Son avocat a lu une déclaration injuste, basée sur des émotions et non sur des faits. Et elle a immédiatement fait appel. Le processus s'est prolongé de plusieurs mois. 6 mois plus tard, l'affaire a été réexaminée. Cette fois, ayant enfin pris conscience de la gravité de la situation, la jeune femme est même venue personnellement à l'audience, pour la première fois. Elle s'est assise sur le banc des accusés, a répondu aux questions, a pleuré, a juré qu'elle avait essayé d'aider. Malgré cela, malgré les larmes, les justifications, le témoignage d'un psychologue sur le stress post-traumatique, le verdict a été maintenu. L'appel a été rejeté. Le montant a été confirmé. 700 000 yuan. Pour payer l'amende, Liu Xin s'est tournée vers ses partisans sur Internet. Elle a créé une campagne de financement participatif, demandant de l'argent parce qu'elle avait été injustement accusée, parce qu'elle était aussi une victime, parce qu'elle avait besoin d'aide. Cela a fonctionné mieux que prévu. La campagne lancée a rapporté à la jeune femme une grosse somme en quelques semaines. Les gens versaient de petites sommes, certains 100 yuan, d'autres 1000, mais pas la totalité, environ la moitié de la somme nécessaire. La jeune femme a rassemblé les fonds restants avec l'aide de sa famille. Ses parents ont vendu leur voiture, ont contracté des prêts, ont hypothéqué leur maison. Fin 2022, Dion Julian a reçu la totalité de l'indemnisation. L'argent a été viré sur son compte. Elle regardait les chiffres sur l'écran et ne ressentait rien. Le vide. L'argent ne ramènerait pas sa fille, mais c'était au moins quelque chose. Et la femme a fait ce que sa fille aurait fait. Elle a fait don de la majeure partie, près de 600 000 yuan, à une organisation caritative qui aide les familles à faible revenu à soutenir leurs enfants dans leurs études supérieures. Le programme s'appelait « Rêve pour l'avenir ». Elle l'a fait parce que c'était avec cette organisation que sa fille avait travaillé bénévolement quand elle vivait encore en Chine, avant de déménager à Tokyo. Jiang y passait ses week-ends, aidait à remplir les demandes de bourse, apprenait aux enfants à dessiner. Plus tard, la femme a souvent parlé aux journalistes, a donné des interviews, est apparue dans des documentaires. Mais elle continuait à dire la même chose. Elle était toujours aussi inconsolable qu'au premier jour. La douleur n'avait pas disparu. Le temps ne guérit pas. C'est un mythe. Mais elle était satisfaite d'avoir pu obtenir une forme de justice pour sa fille. Au moins quelque chose.
Chen sortira de prison en 2037. Il aura alors plus de 45 ans, encore assez jeune. Il pourra recommencer sa vie s'il le souhaite. La mère de Jiang n'a pas l'intention de baisser les bras. Elle prévoit de se battre contre le criminel en suivant un schéma déjà éprouvé, la tactique qui a fonctionné avec Liu Xin. La femme prévoit de l'attaquer en justice au civil en Chine dès qu'il sera déporté et de retour dans son pays. Elle exigera une indemnisation énorme, la plus élevée que la loi permette. Et la somme obtenue, si elle l'obtient, elle compte la donner entièrement à des œuvres de charité, au même fonds, pour que d'autres enfants, d'autres Jiang, puissent réaliser leurs rêves, pour que quelque chose de bon puisse sortir de ce cauchemar. Et elle attendra, aussi longtemps qu'il le faudra. 15 ans, ce n'est rien pour une mère qui a tout perdu.